pour pour les classifieurs avec les classifieurs robustes basés sur les réseaux de neurones. Donc, je vais d'abord remercier mes collaborateurs à l'Université Laval et à Milan. Donc, il y a Sabi Assachi qui est aussi doctorant à l'Université Laval et à Milan. Yann Pequigno qui est coordonnateur scientifique du projet DEAL. C'est un programme pour faire de l'IA fiable et explicable. Et mes deux co-superviseurs, Frédéric Precioso, qui est à l'Université de Nice, Côte d'Azur à Nice, et Christian, et chercheur à l'INRA, et Christian Gagné, qui est ici à l'Université Laval et au Milan. Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, ce sera à peu près ça le plan de ma présentation. Je vais introduire un peu le sujet et après, ensuite parler du problème des contributions du papier. Ensuite, on verra en fait le cœur de la présentation qui est un peu de parler de propriétés de margin consistency et ensuite parler de l'évaluation et des résultats et peut-être des perspectives et des conclusions aussi. Je ne sais pas si il y aura des questions pendant la présentation, mais n'hésitez pas à n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. Bon, Je ne sais pas si aussi. Ouais. c'est à toi de voir. Soit tu prends les présentations au fil de l'eau ou bien tu attends la fin. C'est à toi, feel free. Oui, n'hésitez pas aussi, si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà. OK. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de classifieurs à base de réseaux de neurones. Et les classifieurs à base de réseaux de neurones profonds, surtout, ce sont des modèles d'apprentissage automatique comme les autres. Euh, et ils sont faits pour la tâche de classification, enfin, adaptés pour la tâche de classification. Et on peut le voir juste comme une boîte noire au début. Et pour la tâche de classification d'images ici, c'est qu'on a une image en entrée et en sortie, le modèle nous donne la classe qui correspond le plus à l'image et avec une certaine estimation de probabilité. Et donc, cette boîte noire, en général, on peut le voir, il se compose de deux parties en général. En fait, c'est la façon dont ici. Et je vais d'abord le présenter pour que nous ayons tout ça derrière la tête dans la suite de la présentation. Donc, typiquement, ce qui se passe, c'est que là, on a une image qui est là, c'est une matrice et on peut le voir aussi comme un vecteur de pixels, c'est-à-dire que chaque pixel, une valeur, représente une valeur dans ce vecteur. Donc, la dimension ici, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Et donc, en général, cette image passe dans une première partie qu'on appelle ici l'extracteur de features ou de caractéristiques. Et on obtient certains vecteurs dans un autre espace. Donc, on projette un vecteur dont l'image a une certaine dimension et ça passe dans une autre dimension. Et c'est ce qu'on appelle, on peut appeler cette représentation feature representation. Et il le projette dans un espace qui est censé être linéairement séparable. Et donc, on applique une tête linéaire dessus pour séparer. Et on obtient ensuite un vecteur qu'on appelle des logits. Il y en a une valeur pour chaque classe. Et chaque valeur représente à peu près, peut être compris comme le poids que le réseau met pour chaque classe. Et donc, lorsqu'on obtient ces logits, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend l'indice
de l'audit qui correspond à la plus grande valeur enfin, l'indice où il y a la plus grande valeur correspond à la classe en question. Et on peut obtenir cette probabilité ici, une estimation avec une fonction qu'on appelle softmax. Et donc, ça, c'est ce que je veux que vous gardiez en tête en général, c'est qu'on passe dans un espace de représentation qui est linéairement séparable. Après, on applique des classifieurs linéaires dessus et après, on fait le. Donc, ces classifieurs à base de réseaux de neurones ont été mis en vedette depuis bon, les réseaux de neurones existent bien avant ce challenge, mais depuis ce challenge sur la reconnaissance, en vision numérique sur la reconnaissance d'objets, c'est un challenge qui a commencé en 2010 et qui consiste, il s'agit d'images à haute résolution et à grande échelle. Et l'objectif consiste à prendre, justement, comme on a vu tout à l'heure, à avoir une image et de dire quel est l'objet qui est à l'intérieur. Et aussi, le modèle peut donner aussi les 5 prédictions les plus probables, ce qu'on appelle le top 5. Et cette compétition, comme je disais, ça a commencé en 2010. Et pour les 2 premières années, l'erreur était au-dessus de 25. Et à partir de 2012, l'erreur a été presque diminuée presque à 15%, de 10 points, presque de 10 points. Et c'était grâce à un réseau de neurones profond. Donc, ce réseau de neurones s'appelait AlexNet. Et donc, depuis cet avènement, il y a eu beaucoup d'autres architectures de réseaux de neurones profonds, que ce soit pour la classification d'images ici. Et à partir de 2015, enfin bien à partir de 2015 déjà, on avait déjà atteint la performance moyenne qu'un humain peut avoir sur cette tâche. Donc, c'est la même chose qui s'est passée dans plein d'autres tâches comme la transcription de texte ou la traduction automatique. C'est-à-dire que les réseaux de neurones le modèle profond était le réseau par défaut, avec une performance qui est assez éclatante. Et malheureusement, quelques temps après, AlexNet, genre 2 ans, presque moins de 2 ans après, on a aussi découvert qu'ils sont vulnérables à certains exemples qu'on appelle les exemples adversariels. Bon, peut dire exemple adverse aussi. Bon, je ne sais pas quelle est la traduction correcte, mais ici, je vais dire exemple adversariel. Ce sont et je vais vous présenter là maintenant. Donc, qu'est-ce que les chercheurs ont découvert? C'est que si on a une image, par exemple, qui est prédit, dont le classifieur a prédit que c'est un chat avec une certaine confiance, 99%, et si on ajoute à cette image un certain bruit artificiel, supposons que le résultat est comme on le voit ici, l'image peut être exactement à l'œil nu. On peut voir que pour un humain, ça n'a pas changé, c'est toujours un chat. Mais le modèle considère que c'est un guacamole, c'est-à-dire purée d'avocat ou quelque chose comme ça, avec une certaine confiance aussi. Et il peut dire que c'est un bus ou autre chose. Et donc, cette faiblesse ou bien cette vulnérabilité existait bien avant, existait bien pour d'autres modèles aussi. Par exemple, les support vector machines, bien avant le deep learning. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'on a vu avant qu'ils ont une très grande performance sur des tâches, donc quelque chose qui a une très bonne performance, qui a presque humaine. On ne s'attend pas à ce qu'ils fassent des erreurs qu'un humain normal ne ferait pas, bien qu'on ne s'attend pas à ce qu'il fasse. Donc, c'est pourquoi c'est particulièrement important En tout cas, c'est particulièrement... comment
comment dire, visible pour les réseaux de neurones profonds. Et donc, ce genre d'exemples, comme je disais, ce sont des bruits adversariels et donc on appelle ça des attaques adversarielles lorsqu'on fabrique ce genre de bruit pour pouvoir ajouter à une image. Mais ils peuvent aussi exister de façon tout à fait naturelle. Donc, et ce n'est pas quelque chose qui, ce que je vous ai montré n'est pas qu'un exemple canonique. C'est aussi le cas, donc les chercheurs ont aussi découvert que même dans la vie réelle, genre, pour particulièrement si on a par exemple des signes stop, un classifieur pourrait très bien euh, prendre un signe stop pour une limitation de vitesse. À cause de la luminosité peut-être qu'il y a sur le signe, ou bien à cause de traces ou de graffiti qu'il y a sur le signe, il peut se dire que c'est une limitation de vitesse ou bien autre chose, ce qui peut être dangereux. Et aussi, ça existe pour d'autres modalités, comme la voix. Par exemple, si on a des commandes vocales, par exemple, un peu ce que euh, fait Ismail Assek à Lingo, c'est-à-dire qu'on a une application où on fait des commandes vocales. Si on a un certain bruit qui est ajouté à How are you, ça dit comment ça va, et ça pourrait devenir une commande pour ouvrir une porte. Donc, ça existe pour d'autres modalités et même à l'ère des grands modèles, des LLMs et des grands modèles de langue, ces vulnérabilités existent toujours. Elles existent sous une certaine forme et pour ceux qui sont intéressés, là-bas, ici on parle plus d'un problème d'alignement, c'est-à-dire que si l'on demande à un modèle, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on construit une bombe? Normalement, un modèle aligné, il devait dire, je ne peux pas t'aider avec ça. Je pense que vous aurez peut-être déjà remarqué que quand vous demandez quelque chose qui est illégal ou il doit dire qu'il ne peut pas le faire. Pourtant, on peut ajouter un texte ou bien un préfixe adversariel dessus et le modèle se met à table et commence à dire des trucs qu'il ne devrait pas. Donc là-bas, ça vient plutôt sur la forme d'alignement. Mais ça existe avec plein de modalités dans tous les domaines. Et c'est important, c'est un problème important parce que autant les réseaux de neurones profonds sont très puissants dans plein d'applications, autant on a besoin qu'ils soient fiables et on a besoin de robustesse et de fiabilité dans des systèmes sensibles ou des systèmes où la sécurité où la sécurité est critique. Donc, c'est des systèmes comme les transports, les voitures autonomes ou l'aéronautique, où les erreurs ou bien la santé, où les erreurs peuvent coûter une vie. C'est-à-dire que si euh, on ne veut pas que la sortie soit sensible, autant sensible, et ou dans les finances, ou si un modèle doit décider, si un modèle prend des décisions financières, par exemple. Donc, c'est autant de domaines où c'est critique d'avoir des modèles qui sont fiables. Donc, ce genre de vulnérabilité, ce serait banal si on ne faisait rien de critique, mais dans des cas comme ça, il faut prendre soin de ça. Alors, le décor étant planté, je vais maintenant parler du problème et des contributions de ce papier. Et comme je dis, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. Alors, le problème dont on a vu précédemment, on y fait référence en général comme la robustesse locale. Et la robustesse locale, ça peut être défini de plusieurs manières dans la littérature. Et quand on parle de robustesse, ce n'est pas un terme qui est bien défini, c'est-à-dire que c'est juste intuitif. Genre, on sait que l'on ne veut pas que la sortie soit sensible à des perturbations insignifiantes en entrée. Donc ici, ce qu'on entend par robustesse locale spécifiquement,
c'est l'invariance de la décision dans un certain voisinage de l'entrée. C'est-à-dire que si on ajoute un certain bruit proche de l'image, il ne devrait pas changer de décision. Donc là, je vais essayer de vous donner un peu une image visuelle de ça. Donc, supposons qu'on a l'espace d'entrée là, où nos images sont. Donc, on a des entrées là, X1, X2, X3. Et le modèle a appris un certain. Ce que le modèle apprend, c'est une frontière de décision, comme ce qu'on peut voir là en noir. Donc, on a les frontières. Et chaque point est à une certaine distance de la frontière. Donc, chaque point est dans une région de décision, donc il est dans une classe ici. Et s'il traverse de l'autre côté, il est dans une autre classe. Et donc, chaque point est à une certaine distance de la frontière de décision. Et cette distance qui dit à peu près la fragilité de la décision. Et pour pouvoir définir ici, dans notre sens, ce qu'on appelle robustesse, il faut choisir un seuil de bruit. C'est-à-dire que le seuil qui permet de dire, euh, qui- pour lequel on peut dire, OK, si on ajoute du bruit à ce seuil, est-ce qu'on reste toujours dans la même classe ou pas? Donc, ce seuil est ici tracé en pointillé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Allô? pour les 2 points X, pardon, oui. Jonas, excuse-moi de te couper. Les questions sont sur le chat. Je ne sais pas si tu as accès. Ah, Oui. je ne vois pas le chat, c'est pour ça. En bas, il y a un onglet de discussion, icône de chat en bas, sur la barre d'outils là. Ok, Si tu attends. cliques dessus, tu devrais voir le chat qui s'affiche Je en bas. vois. Voilà. Ah, ok. Est-ce qu'il est possible de donner un exemple concret de la manière dont on peut créer un bruit qui affecte le résultat d'une classification? Oui, pour le cas de la classification d'images ici, en fait, même pas seulement dans le principe général pour générer ce bruit, c'est que l'on part on part d'un bruit au hasard. Ah, quand je dis au hasard, c'est random, ou alors on part de l'image initiale, ou on part de zéro. Ce qu'on fait, c'est ajouter, c'est de l'optimisation. Ce qu'on fait, c'est ajouter itérativement, de façon générale, ajouter itérativement du bruit petit à petit jusqu'à ce que l'on change de décision. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on entraîne un modèle, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas pour trouver le minimum. Ici, c'est pareil. C'est un problème d'optimisation où au lieu d'optimiser la, la, la fonction de PET pour minimiser, au lieu de minimiser la fonction de fait, on maximise la fonction de PET tout en mettant la contrainte qu'on reste dans le voisinage. Donc, on part d'un certain bruit, par exemple, une méthode. Il y a plein de méthodes d'attaque. Pour créer ça, ce qu'on appelle les attaques adversarielles. Il y a une, il y a une kyrielle de méthodes d'attaque qui, qui, se- pour ça. Et beaucoup se basent sur le gradient, en effet. Et donc, on ajoute des bruits petit à petit dans une certaine direction et jusqu'à ce que l'on change de direction. Et justement là, ce qu'on peut voir là, c'est que on part de X1 par exemple là, et on se retrouve de l'autre côté à X1 prime ici, en prenant un certain chemin. Donc c'est une procédure itérative en général. J'espère que ça répond à la question. Et donc, pour on peut voir donc ici que pour X1 et X2, euh, alors c'est différent, juste pour préciser que c'est pour les images et pour d'autres modalités, ça peut être différent. Il peut y avoir des spécificités qui sont différentes. Maintenant, on peut voir que pour X1 et X2 ici, il est possible justement d'ajouter du bruit
jusqu'à ce qu'on traverse la frontière. Donc, on peut passer de l'autre côté à x1 ici, x2 pareil, en restant dans le voisinage proche du point. C'est-à-dire que de telle sorte que visuellement, on ne voit pas la différence. Et donc, pour ces deux points, on va dire qu'ils sont non robustes. Et pour les méthodes principales utilisées pour ce genre de bruit, je peux partager une référence dessus, ou bien peut-être il faut regarder le papier pour d'autres. Par exemple, il y a une méthode, la méthode la plus populaire pour les images s'appelle PGD, Projected Gradient Descent. Mais dans l'évaluation, en général, pour évaluer, il y aura d'autres méthodes comme le, le- comment on peut c'est FAB. Ils ont déjà des noms de code. Il y en a qui sont euh, il y en a qui utilisent des gradients, il y en a qui utilisent même, qui sont genre boîte noire. Ça serait tout un autre sujet. Je les inviterai, ceux qui sont intéressés, à regarder les références dans le papier où je peux partager plus dessus. Mais vous pouvez déjà regarder le PGD, Projected Gradient Descent, ou Kalini Wagner. Il y en a plein. Je vais en parler peut-être plus tard aussi un peu. Et donc, pour ces deux points ici, on voit qu'ils sont non robustes. Par contre, le troisième ici, X3, on voit que pour le seuil qu'on a tracé ici, quel que soit ce qu'on fait, si on bouge X3, on reste toujours dans le même, on reste toujours du bon côté. Donc, on ne peut pas changer de décision. Donc, ce point-là est dit robuste. Donc, ce sera ça notre définition de robuste, non robuste. Donc, ce sera précisément ça, la notion de robustesse qu'il y a ici. Alors, comment faire lorsqu'on veut savoir si on est intéressé par savoir si un point, par rapport à un modèle donné, si ce point ou cette image, cette entrée est robuste ou non robuste. Ou alors, lorsqu'on veut évaluer un modèle et on veut savoir quel est le degré de robustesse que ce modèle a. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule aussi, dans ce cas-là, on calcule une quantité qu'on appelle le robust accuracy. Et le robust accuracy, c'est juste la probabilité qu'un certain point pris au hasard dans la distribution soit correct et robuste. Et donc, ce qu'on fait, donc, c'est juste faire ce qu'on appelle les attaques adversarial. Et pour l'évaluation, le standard en ce moment, c'est d'utiliser auto-attaque. Auto-attaque ici, c'est un ensemble d'attaques. Ce n'est pas juste une seule attaque. C'est un certain ensemble, c'est un ensemble d'attaques qu'on lance au fur et à mesure. C'est-à-dire que si ça échoue avec une certaine attaque, on lance autre attaque et c'est un ensemble de 4 attaques. Et donc, on attaque le test set, l'ensemble des tests. Et l'objectif, c'est pour chaque point de déterminer s'il est vulnérable aux attaques ou pas. Donc, si on est capable de changer, de l'attaquer et de changer de décision tout en restant dans le voisinage, dans ce cas, ce sera non robuste. Donc, ça, c'est la première manière de déterminer ça. Ça, c'est plus pour le calcul de l'estimation de la robust accuracy. L'autre option, c'est d'utiliser des méthodes formelles de vérification. Et en général, ce sont des méthodes qui sont censées donner une garantie que la réponse robuste ou non robuste et ils donnent des garanties sur cette réponse. Parce qu'avec l'attaque adversariale, si tu échoues, tu peux ne pas savoir si tu as été successful ou pas. Et donc, il y a des méthodes formelles, oui, qui permettent de faire ça. Mais dans les deux cas, que ce soit avec les attaques adversariales ou avec les méthodes formelles de vérification, c'est coûteux en termes de temps et de ressources. Parce que en tant qu'image, la corrélation, l'input space, je lis une question. Je n'ai pas compris la corrélation entre l'input space et l'input du modèle en tant qu'image RGB. L'input du modèle,
c'est le RGB, il est passé comme, il est passé euh, sur les channels. On passe les 3 channels, mais là, l'input, mais au fond, c'est un vecteur. Si tu veux, c'est RGB, mais c'est un objet qui vit dans un certain espace. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'un objet, lorsqu'on dit ça a autant, chaque pixel de chaque channel RG, rouge, vert et bleu, correspond à une certaine caractéristique. Chaque élément de chaque channel détermine l'image. Donc, c'est la même chose pour un vecteur. Chaque élément permet de le placer quelque part dans l'espace. Donc, tu vois un peu le parallèle. Donc, l'input space, c'est l'espace où vivent les images. Et donc, une image vit si c'est que l'image avait juste 2 valeurs, on aurait juste des coordonnées dans l'espace à 2 dimensions. Donc, c'était une simplification, mais c'est parce que le réseau le prend en général. Si tu veux voir ça d'une autre façon, c'est que si tu n'utilises pas un réseau, par exemple, si tu n'utilises pas des CNN, tu peux toujours utiliser. Si tu utilisais, par exemple, des fully connected, un réseau qui est dense, il te faudra le rendre en vecteur, quelle que soit la manière dont tu le fais. Donc, c'est un peu ça la connexion. Donc, je disais que ces 2 méthodes sont coûteuses et ce n'est pas idéal lorsqu'on est dans une situation où on est en temps réel. Et si on est dans une situation de déploiement en temps réel, par exemple, s'il y a un modèle dans une voiture et qu'il faut décider si c'est que la décision est robuste ou pas, on, euh, il faut soit, si on est d'accord que s'il faut attaquer le point, ça va prendre du temps. Et si on a besoin de la décision tout de suite, que ce soit pour réduire des risques ou bien juste pour la supervision en temps réel, ça peut être coûteux. Ou alors, si on a des gros données de tests et des modèles qui sont grands ou bien trop robustes, ça va prendre du temps. Ou bien ce sera prohibitif. Donc, c'est une limitation majeure pour connaître cette information. Alors, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de difficile? Par rapport à Maître, je vais revenir plus tard pour expliquer. Mais garde ça, je vais revenir sur tes questions. Maintenant, mais pourquoi est-ce que c'est difficile comme à calculer? Pourquoi est-ce que c'est difficile de répondre à cette question? C'est que la distance, le score idéal pour connaître pour répondre à cette question de si on est robuste ou pas et à quel point, c'est la distance à la frontière d'ici on a l'espace d'entrée. C'est-à-dire que si on a notre image, peut-être qu'il faut que je réponde à cette question maintenant pour que ceux qui ne voient pas exactement comment on peut construire concrètement l'input space pour une image RGB 28-28. 28 par 28, je pense que l'espace d'entrée, c'est genre, au total, c'est genre 784. L'espace d'entrée, on ne le voit pas, on ne peut pas le construire. Tout ce qu'on peut faire, c'est avoir une certaine projection en 2 dimensions. En tant qu'humain, on ne peut voir on peut voir les choses en 2D ou en 3D. Et peut-être en 4D si on a une façon particulière de représenter. Mais on ne peut percevoir les objets qu'en 3D en général. Et au-delà, on ne peut plus. Et il y a une blague de Geoff Hinton là-dessus qui disait que
si vous voulez voir un objet en dimension 14 ou quelque chose comme ça, ou bien en dimension supérieure, fermez les yeux et imaginez et dites très fort dans la tête que je suis dans cette dimension. Mais si on est on a une image 28 par 28 avec 3 channels, déjà que 28 par 28, c'est 184. Et si on a encore plus de channels, ça va. C'est trop de dimensions. C'est-à-dire que ça va être un espace euh, à- et il n'y a aucune façon de le représenter. Euh, que ce soit conceptuellement. Ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'il y a des méthodes réduction de dimensionnalité ou bien de visualisation qui permettent de réduire les données en 2D ou en 3D. En général, on visualise ces choses avec TSNE, TSNE euh, ou PCA tout simplement pour voir ça en 2D. Donc, c'est ça c'est ça le truc. Et là, on a un point, un espace d'entrée. Et donc, cette distance est intractable. C'est-à-dire que à à cause de la complexité de la frontière de décision et de la haute dimensionnalité, justement, on ne connaît pas la forme de cette décision et on ne peut donc pas la voir exactement. Donc, il n'y a aucun moyen de le connaître. Et donc, par contre, dans l'espace des features, qui est l'espace où l'on projette les entrées, euh, il y a aussi une certaine frontière là-bas et je vais en parler parce que ça ferait partie je vais l'introduire ici parce que ça fera partie des contributions. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on a un point d'entrée, il est projeté ici à travers l'extracteur de features dans un autre espace. Et là, ça devient vraiment un vecteur. Ici, peut-être on avait un truc, plusieurs channels, ou quel que soit ce qu'on avait. On le projette dans un espace où ça devient un autre vecteur. Et il est censé être cet espace est censé être linéairement séparable ici. En tout cas, les données sont censées être linéairement séparables ici. Et donc, il y a un séparateur linéaire ici, aussi, dans cet espace ici. Et la distance d'un point, en général, la distance d'un point à un hyperplan linéaire où on sait le calculer exactement, contrairement à l'espace d'entrée. Et je pense même au lycée, on sait, c'est-à-dire que si on a un point et une certaine droite, on sait exactement comment calculer l'expression de cette distance. Et donc, dans l'espace des features, là-bas, on a une marge qu'on peut appeler une marge dans l'espace des features euh, qui est une distance connue. Donc, ici, on a donc affaire à deux marges. Une marge dans l'espace des entrées qui est intractable, incalculable, et une autre marge qui est connue ici. Donc, cette marge, avec une certaine hypothèse sur l'équidistance, dont je pourrais revenir dessus si ça intéresse les gens, on peut réécrire cette distance-ci comme comme euh, la différence entre les deux plus grands logits. C'est-à-dire que si on prend les logits, on les ordonne, on prend la différence entre le plus grand ici et le second plus grand. Et donc, cette distance ici peut être écrite comme proportionnelle à la marge sur l'espace des logits, si on veut. Et donc, qu'est-ce qu'on introduit? Donc, dans ce papier, ce qu'on introduit, c'est une propriété, une nouvelle propriété des modèles qu'on appelait margin consistency. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se traduirait, mais c'est une propriété euh, qui, c'est une corrélation de rang entre les, la marge dans l'espace d'entrée et la marge dans l'espace dans l'espace des logits, si on veut. Et la première, donc,
la première contribution enfin, la première chose que l'on a montré, c'était que cette propriété est une condition suffisante et nécessaire et suffisante pour que l'on utilise ce logit margin calculable, qui est juste calculable une fois, comme un score proxy de remplacement pour la détection des points non robustes. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'on a prouvé que les points non, les modèles, euh, les classifieurs à base de réseaux de neurones profonds qui sont robustes sont fortement margin consistent. Et ensuite, on a montré que on peut juste utiliser le logit margin, c'est-à-dire la différence entre les deux plus grands logits dans l'espace de sortie, pour déterminer à quel point une entrée est vulnérable aux attaques, sans toutefois les attaquer. Et donc, on peut estimer comme ça la robust accuracy sur juste à partir d'un sous-ensemble de l'ensemble de tests s'il est trop grand. Et donc, enfin, on a montré que même lorsque le modèle n'a pas cette propriété de margin consistency, on peut quand même apprendre une autre marge qui est corrélée avec l'espace d'entrée. Alors, c'est quoi la propriété de margin consistency? Alors, je vais encore revenir à l'exemple avec les 3 points qui sont dans l'espace d'entrée avec la frontière de décision que le modèle a apprise. Et donc, on a des points qui sont là et ce que le feature extractor fait, c'est d'envoyer le point x1 sur z1, x2 sur z2, x3 sur z3. Et ensuite, on a donc les points dans ce nouvel espace qui est linéairement séparable. Et donc, on a un classifieur linéaire qui passe là-dessus. Et la propriété margin consistency dit juste que l'ordre de distance à la frontière de décision est préservé de l'entrée en sortie. Ça veut juste dire que les points qui étaient plus proches de la frontière de décision ici restent plus proches et ceux qui sont loin restent plus loin les uns par rapport aux autres. Donc, X1, si X1 et X2 sont plus proches ici de la frontière que X3, ce sera la même chose de l'autre côté. Donc, c'est simplement ça, cette propriété. Donc, c'est une préservation de l'ordre des exemples. C'est-à-dire que le modèle les projette dans cet espace en préservant l'ordre. Donc, c'est ça, la propriété. Et formellement, on le définit comme une relation monotone entre les marges dans l'espace d'entrée et les marges dans l'espace de... et les marges, et les logit margins, si on veut. Et on peut le mesurer avec le Kendall rank correlation. On peut aussi utiliser le Spearman rank, mais le Kendall rank correlation ici mesure juste la concordance des points entre les deux, la concordance entre les deux scores. Et donc, sa valeur est entre 0 et 1, la valeur absolue entre 0 et 1. Donc, 0 si c'est que les deux valeurs sont alignées correctement. Non, 1 si sont alignées correctement et 0 si sont complètement en désordre, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, le théorème qu'on a prouvé, c'était de dire que c'est une condition nécessaire et suffisante pour utiliser le logit margin pour séparer les points non robustes des points robustes. Et l'idée, enfin, ça implique deux choses. Et la première chose que ça implique, c'est que si on a le margin consistency, c'est-à-dire que si on a dans cette relation monotone ici, ça veut dire que là on a dans l'axe des abscisses, on a la distance en entrée et là, on a la distance en sortie.
Et si on a une relation monotone entre ces deux valeurs, de ces deux scores, ça veut dire que si on peut séparer la séparation on peut utiliser, on peut trouver un seuil ici qui correspond, un seuil sur l'axe des ordonnées qui correspond à, à un seuil sur l'axe des abscisses. Donc, au fond, un point les plus petits, une petite distance ici correspond aussi à une petite distance là. Une grande distance correspond à une grande distance là. Et donc, si on a ces relations monotones, on peut bien séparer dans les deux sens. Et donc, l'autre implication, c'est-à-dire l'autre côté, c'est que si on n'a pas la margin consistency, et on va toujours avoir une erreur pour séparer, pour discriminer les points entre eux. Et là, l'idée, c'est que si la relation n'est plus monotone ici, si on a ce point x2, si on doit séparer les points x1 ici et x2 de telle sorte que x2 soit correctement classé par la ligne violette, on sera obligé de dire que le point x1 ici est aussi dans la même classe que x2. Parce qu'ils sont tous deux en dessous de la ligne violette, mais par rapport à la ligne rouge, ils sont de deux côtés différents. Donc, quelle que soit la façon dont on voudra tracer une ligne sur l'axe des ordonnées pour discriminer les points, on va toujours avoir une erreur. Donc, c'est important d'établir cette condition suffisante et nécessaire parce que ça permet de dire que si on a si on a le Kendall rank 0, alors on peut se dire que le margin consistency est nul, il n'existe pas, et 1 s'il est parfait. Donc, en général, on sera quelque part entre 0 et 1. Et donc, pour l'évaluation et on va maintenant passer à l'évaluation et résultats avant d'aller dans les questions. Donc, pour évaluer ça, on a principalement focalisé sur CIFAR 10 et CIFAR 100 qui sont euh, des, des datasets utilisés en général pour la robustesse pour la classification d'images, mais aussi on a aussi les résultats sur ImageNet aussi qui a une plus grande résolution et qui est beaucoup plus ImageNet dont on a parlé au début et qui est beaucoup plus grand. Et pour la robustesse, je vous ai parlé de ce threshold epsilon au début, de ce seuil qu'il faut pour définir la robustesse. Et il faut le définir pour une certaine norme précise. Et là, on a utilisé plus la norme L infinie, qui est la norme la plus courante pour ces modèles, et avec un seuil classique de 8 sur 255. Et donc, on a investigué des modèles qui sont dans ce benchmark qui s'appelle Robust Bench. Et on a aussi entraîné un ResNet 18 sur CIFAR 10 avec avec différentes stratégies d'entraînement adversariel. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il faut estimer les images, les distances en entrée avec une certaine attaque qu'on appelle FAB, Fast Adaptive Boundary Attack, qui est censé, avec un budget suffisant, d'obtenir le point le plus proche possible de la frontière, d'estimer cela. Donc, on fait ces estimations sur les points de test. Et avec ça, on peut donc avoir une sorte de base, ground truth, pour les points qui sont plus petits, vulnérables ou pas à un certain seuil epsilon. Et donc, ce qu'on a vérifié, c'est que pour la plupart des modèles, ce qu'on peut voir ici, il existe bien cette relation monotone entre l'espace, la marge en entrée et le logit margin. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les plus petits les points avec les plus petits, avec les plus petites marges en entrée correspondent aussi aux points qui ont les plus petits logit margin. Donc, les plus grands aussi correspondent aux plus grands. Et on peut voir ici la limite de 8 sur 255 à peu près ici.
Donc, cette relation monotone existe pour la plupart des modèles robustes. Et ici, on peut, donc, en termes de Kendall Tao, en termes de score, la plupart des scores sont genre à 0,7 ou plus. Donc, pour le Kendall Tao, avoir un score de corrélation de 0,7 et plus, c'est vraiment, c'est un score très fort. À part, sauf pour les deux modèles ici. Et donc, on l'a testé pour la classification, pour la détection des points vulnérables. Donc, pour la détection des points vulnérables, donc, on mesure ça avec, donc on a utilisé les scores classiques pour la détection. Euh, on a le ORC ici, l'air sous la courbe ROC et l'air sous la courbe PR, le Precision Recall. Et aussi le false positive rate à 95%. Donc, pour ces deux scores-ci, plus c'est grand, plus c'est bon. Et donc, ils sont presque à 100%. Et la plupart des FPR 95 sont relativement petits. Donc, pour avoir une idée de ceux qui ne sont pas habitués avec ces scores, c'est que pour la détection, sur Fab, OK. Fab, OK. Pour l'estimation ici, euh, il y avait, disons que le, en, en termes d'attaque, c'était la. Donc, lorsqu'on fait une attaque en général, je vais montrer ici par rapport à. Voilà, par exemple ici. Vous voyez cette distance ici. Lorsqu'on attaque, l'objectif, c'est juste de traverser. C'est juste de traverser de l'autre côté, en général, lorsqu'on veut attaquer un point. Donc, lorsqu'on attaque un point, on passe de l'autre côté, mais ça peut ne pas être le point le plus proche. Donc, vous conviendrez avec moi que pour estimer cette distance-ci, x1 à la frontière de décision, il faut trouver l'adversaire le plus proche de x1 ici, de la frontière ici. Et le FAB, qui est le Fast Adaptive Boundary Attack, permet, donc c'est l'attaque qui peut, avec assez de budget, c'est-à-dire d'itération et tout, et si on ne limite pas la région où tu peux t'arrêter, il peut te trouver, il peut t'estimer le point le plus proche. Et donc ici, c'est comme si, au lieu d'estimer avec on a estimé le noir ici avec le rouge. Mais bon, un rouge qui est un peu plus aligné. Donc, le FAB, qu'est-ce que le FAB, la procédure, ça a une procédure, la procédure est un peu plus, c'est un peu plus technique. C'est qu'ils font des projections au fur et à mesure. Donc, puisque la frontière n'est pas assez, puisque la frontière, je donne juste une idée globale, c'est beaucoup plus, je ne peux pas juste l'expliquer à les doigts comme ça, mais vu que la frontière n'est pas linéaire dans l'espace d'entrée, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire une approximation linéaire avec ceux qui savent, on peut faire une approximation de Taylor linéaire avec ça. Et donc, on peut avoir une approximation linéaire. Et donc, on sait à peu près quelle direction prendre. Et donc, beaucoup d'attaques utilisent ça, mais eux, ils ont encore une certaine donc, ils prennent encore d'autres points sur cette approximation linéaire et ils essayent de se rapprocher. Donc, au fur et à mesure, on se rapproche. Donc, avec cette procédure, ils se rapprochent du point le plus proche possible de la frontière, au lieu de juste ajouter du bruit pour traverser la frontière. Donc, c'est à peu près ça ce que le FAB fait. C'est que c'est minimally disturbed, minimally perturbed adversarial examples. C'est-à-dire que c'est la distance, ça te donne à peu près celui qui est le plus proche. Donc, c'est un peu juste ça. Et comme je disais, pour la performance, lorsqu'on fait la performance en détection, c'est que lorsqu'on trace la courbe ROC, par exemple, si le classifieur, si ton score est juste ne donne rien et genre
est aléatoire, genre ton score ne permet pas vraiment de discriminer les points, on aura cette ligne noire ici en diagonale qui correspond au chance level. Et si c'est que ton score est parfait, c'est-à-dire que c'est le score initial, il sera un peu plus en haut ici sur la partie verte. Et donc, ce qu'on constate, c'est que on a une très bonne courbe ROC, à travers différents scores à travers différents seuils. Et c'est pareil pour la courbe de Precision Recall. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que justement, on peut faire ce Sample Efficient Robustness Estimation. C'est-à-dire que, supposons qu'on a un gros ensemble de données, c'est ce que je disais au départ comme motivation un peu. Si on veut trouver un truc en temps réel, on peut juste utiliser le score en sortie que d'attaquer. On passe l'image dans le réseau, on calcule les logits et on calcule la différence entre les deux plus gros logits. Et donc, ça permet juste de dire à quel point est-ce qu'on est robuste ou pas, dans ce sens qu'on a mis. Mais aussi, avec ça, si on a un gros ensemble de tests sur lesquels on veut connaître la robustesse, on peut juste prendre un tout petit sous-ensemble et calculer, estimer la robustesse dessus, le robust accuracy dessus. Et donc, on a une procédure pour ça. On pourrait revenir dessus si c'est nécessaire. Mais en gros, sur le petit ensemble, on détermine le seuil qui permet de discriminer les points sur ce petit ensemble et on l'utilise simplement pour tout l'ensemble. C'est-à-dire que si on a déterminé que le seuil de 2 permet de discriminer les points sur le petit ensemble de tests, on peut utiliser ce même seuil pour les d'autres points du test set. Et donc, ce qu'on peut voir sur les résultats, c'est que on a pris ici en abscisse, on a les valeurs de la robust accuracy pour différents modèles. Et en bleu, c'est ce qu'on obtient avec auto-attaque. En bleu, ce qu'on obtient avec auto-attaque dans le benchmark. Et en orange, c'est ce qu'on a estimé juste à partir de la sortie. Et donc, on peut voir que en général, la différence n'est pas si grande. Et la plupart du temps, l'alignement ou l'ordre des modèles par rapport à la robust accuracy est préservé. Et ça, c'est juste à partir de 500 points. Donc, imagine avec 500 points, tu peux savoir la même information que tu veux sur 10 000 sans toutefois attaquer les 10 000, mais juste en attaquant les 500 d'une certaine façon. Donc, on a le même résultat sur CIFAR 100 et pareil aussi sur ImageNet. Et parfois, estimer avec auto-attaque peut prendre souvent 2 jours pour certains. Donc, alors que l'inférence avec un modèle, c'est genre presque instantané si on veut. C'est en millisecondes ou trop. Donc, oui. Et donc, cette propriété, ce qu'on a regardé, c'est la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que cette propriété, puisque la plupart des modèles robustes dont on a vu sont margin consistent, la question qu'on peut savoir, c'est est-ce qu'ils sont quel est le lien avec la robustesse? En tout cas, ce qu'on essaie de se demander ici, c'est est-ce que, parce que les réseaux qui sont entraînés à être robustes ont souvent cette propriété qu'on appelle la propriété Lipschitz. Et c'est une propriété qui dit que la variation en sortie, F ici, si on le voit comme le modèle, la variation en sortie est majorée par un facteur, par les variations en entrée. Donc, une petite variation en entrée. Donc, la variation en sortie devait être au trop une certaine variation en entrée. C'est important par rapport à cette notion de sensibilité dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'une variation, une petite variation en entrée ne devrait pas occasionner, insignifiant, ne devrait pas occasionner le modèle à devenir
avoir des sorties qui ne sont plus soit pas correctes, soit pas liées. Et donc, lorsqu'on a un petit L, ça veut dire qu'on a une meilleure robustesse. Donc, ces réseaux ont en général cette propriété avec une certaine, avec une certaine, avec une certaine, à un certain degré. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la robustesse ou le liquid smoothness ne garantit pas euh, le margin consistency. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour différents modèles à différents robust accuracy, le Kendall Tau est assez divers. On peut avoir un modèle très robuste qui a un Kendall Tau qui est plus petit. Et aussi, vous aurez remarqué qu'on avait deux modèles ici qui n'ont pas une très bonne, qui ne sont pas margin consistent, que ce soit le Kendall Tau ou bien les performances en termes de détection. Donc, et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ces deux modèles-là? Et ce sera la dernière contribution de ce papier. C'est de dire que pour ces deux modèles-là, on peut entraîner un autre réseau ad hoc à côté, juste un multilayer perceptron qui prend les features et qui essaye de prédire cette nouvelle marche. Et donc, cette nouvelle marche sera beaucoup plus corrélée, beaucoup plus monotone que l'autre. Et donc, c'est ce qu'on a bien observé, c'est-à-dire qu'en termes de preuve de concept, c'est qu'on peut juste entraîner et donc on peut augmenter la monotonicité, si c'est pas, en tout cas le caractère monotone. Excusez-moi. Donc, on peut rendre ça beaucoup plus monotone comme ça. Et donc, la performance aussi augmente avec la performance aussi, que ce soit sur la détection aussi, augmente drastiquement. Et c'est surtout visible sur le false positive rate à 95%. Donc, oui, c'était... Donc, bon, en termes de perspective ici, bon, il y a beaucoup de limitations qu'il faut voir dans ce projet et que vous pourriez lire dans le papier. Et je voulais juste te donner ici, c'est que une perspective par rapport à la notion de robustesse. Ici, ce qu'on a mesuré ici, c'est que on a dit vulnérable ici, même la façon dont on le mesure ici, c'est dans le pika. Et donc, il y a d'autres façons de le mesurer. Qui est en moyenne, on peut le dire une mesure en moyenne. Et l'idée, c'est que en moyenne, on peut avoir deux points qui sont à la même distance de la frontière, mais dans le même voisinage, l'air qui est couvert par l'autre classe est beaucoup plus petite. Donc, ça revient toujours à à la notion de robustesse, c'est que ce soit la définition ou la mesure, c'est quelque chose de très précis. Donc, et l'autre chose à laquelle c'est lié, c'est l'influence du neural collapse. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est que le neural collapse, en fond, c'est que le neural collapse, c'est un phénomène qui arrive lorsqu'on entraîne un peu le réseau trop longtemps. Donc, il y a un phénomène des réseaux modernes qui est que si tu entraînes le modèle trop longtemps, au point où l'erreur d'entraînement devient nulle, il s'avère que tous les features deviennent, il n'y a plus de variation dans les features et ils forment donc une certaine structure qu'ils appellent ETF. Et donc, tous les points vont soit converger vers l'une des trois, vers vers l'un de ces points qui correspond à chaque classe. Et donc, dans ce cas-là, normalement, on devrait perdre l'information sur où est-ce qu'on se trouve dans l'espace d'entrée dans ce cas-là. Donc, je ne sais pas quel... Donc, en fait, donc, je parlais de ça pour dire que ça peut être intéressant de savoir quelle est l'influence que le neural collapse a sur cette propriété. Donc, je pense que
On a parlé longtemps. Mais désolé. Donc, en conclusion, en fait, dans ce papier, on a introduit juste une propriété, une nouvelle propriété qui s'appelle margin consistency. C'est une propriété de préservation de l'ordre des marges de l'entrée en sortie. Et on a prouvé que c'est une condition nécessaire et suffisante pour utiliser juste le logit margin pour la détection des points non robustes et que la majorité des classifieurs à base de réseaux de neurones et qui sont robustes ont cette propriété et ensuite que l'on peut détecter des points vulnérables aux attaques à partir de simplement à partir de ce score ou bien estimer sur de grandes données des tests juste à partir de quelques exemples. Et ensuite, et que c'est possible, même si on n'a pas cette propriété, de pouvoir apprendre à partir des features un autre score qui est beaucoup plus corrélé que, que, que le logit margin original. C'était tout. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions, ou bien si quelqu'un veut que je revienne sur les questions qui ont déjà été posées, je vais revenir. Ok, donc merci pour cette magnifique présentation, Jonas. Moi, j'avais juste une petite question, hein, peut-être c'est un peu hors contexte. On a parlé d'ajout de bruit pour essayer de tester la robustness du modèle. J'aimerais savoir, est-ce que le fait de faire une rotation de l'image d'entrée, par exemple, disons, on fait une rotation de 45 degrés de l'image, est-ce que ça peut être considéré comme du bruit ou pas? Oui, justement, les bruits, si tu veux, on peut les catégoriser. En fait, la façon dont on peut les catégoriser de plusieurs manières. La rotation, on peut le voir comme une transformation géométrique. Toutes sortes toutes sortes, sauf que là, c'est une transformation géométrique au lieu d'être un bruit en tant que tel. Et donc, là, c'est une classe c'est une classe, disons, comment on peut les appeler, de perturbation sur l'image, on peut dire ça comme ça, on appelle des perturbations dites sémantiques, parce que ce n'est plus, dans ce cas-ci, le bruit qu'on ajoute ici n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interprétation que tu peux donner à ce bruit ici. Bon, il est complètement artificiel, tu peux l'ajouter comme ça. Mais les transformations comme les rotations, d'autres, l'ajout de luminosité, c'est plus sémantique. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas forcément imperceptibles. Ici, c'est imperceptible parce que l'on ne voit pas. Mais l'idée, c'est que ce soit insignifiant. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est que ce soit insignifiant. C'est-à-dire que même si on voit que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que même si la norme n'est pas petite, on peut voir que ouais, je fais une rotation, mais on voit bien. Ou bien ou bien je flippe, ou bien je fais d'autres, je change de couleur. Je ne sais pas si c'est qu'un animal, un chien avait une couleur noire et plutôt une couleur rouge. Mais pour le, le terme examen adversarial est large dans ce sens, mais ici, dans ce cas-ci, pour les images, c'est qu'on est encore, pour les rotations et autres, il y a d'autres façons de les gérer, c'est-à-dire qu'il y a toute une classe d'autres de perturbations qu'on appelle les common corruptions, par exemple, qui concernent les bruits naturels, comme certains bruits comme le bruit gaussien, ou bien le zoom, des transformations plus digitales comme le zoom, la contraste et tout. Il y a une certaine classe de perturbations de ce genre et qui sont différents. C'est-à-dire que l'effet est différent et la façon dont on est très différent. Ici, on est plus sur les perturbations qui sont en dessous d'un certain seuil de normes. Comme j'ai mis par exemple le seuil en général qu'on considère par exemple pour les images 6 par 10 et 100, c'est 8 sur 255 qui est genre 0,031. Donc à peine petit, c'est-à-dire que tu peux juste modifier un pixel là, un seul pixel,
et au fond, l'image change. Donc, Donc, ce ici, sont... dans ce cas, oui, ici, on est plus, Mhm. oui, Allez-y, allez-y, allez-y. oui, oui, je voulais dire qu'ici, dans ce cas, on est plus focalisé sur ceux qui ont une limite en termes de normes. Parce que là, on peut faire des définitions beaucoup plus claires. Ouais. Ok, donc ce sont des perturbations de l'ordre d'epsilon, quoi. C'est-à-dire des valeurs qui sont Oui, négligeables. oui, oui, qui ont une certaine limite epsilon bien précise. Oui. Ok. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Hmm. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, Oui. Je vais revenir un peu sur la question de Fab de tout à l'heure. Mm. Parce que moi, je connais le PGD, le Projective Gradient Descent, comme une attaque adverse. Donc, je ne sais pas si toi, dans tes travaux, tu as essayé de regarder le PGD. Genre, je veux savoir, est-ce que entre le PGD et le Fab, lequel est le plus efficace? Le PGD, j'ai parlé. Le PGD, lui, il est dans le auto-attaque dont j'ai parlé ici. OK. Donc, il est dedans. Tu vois, le PGD, lui, l'objectif, c'est juste, si tu le connais, mais l'objectif, c'est juste de, de, de maximiser la cross-entropy loss tout en restant dans le voisinage, en projetant à chaque fois pour rester dans le voisinage. Et donc, ce que tu fais avec le PGD en général, c'est que tu te fixes un certain pas pour avancer, un certain pas, pas epsilon, mais un certain pas pour pouvoir avancer, step size. Et donc, dans le auto-attaque, ils ont fait une attaque qu'ils appellent, pourquoi ça s'appelle auto ici? Parce qu'ils appellent ça auto PGD, pour dire que le step size est variable. Ils essayent de prendre des step size et parce que le step size, si tu le prends trop grand, tu peux ne pas trouver. S'il est trop petit aussi, tu vas prendre trop de temps. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils font avec AutoPGD, ils font genre, ils prennent un certain nombre de pas. Après, si c'est que le pas, ils ne trouvent rien, ils diminuent le pas. Par exemple, ils divisent le pas pour avancer de façon plus petite. Ils font des restarts, un certain nombre de choses, de telle sorte que tu n'aies plus à donner les hyperparamètres de l'attaque manuellement. C'est le AutoPGD. Il y en a deux dans les quatre qu'il y a dans AutoAttack. Il y a AutoPGD avec la loss, cross entropy loss, qui est le PGD classique. Il y a aussi le AutoPGD avec le logit, ils appellent ça, c'est le logit difference aussi. Et donc, ils ont les deux premières attaques dans AutoAttack, c'est ça. Mais là, c'est plus pour l'évaluation. Les deux autres attaques de auto-attaque, c'est Fab et Square. Square, lui, c'est une attaque qui n'utilise pas les gradients. C'est juste, c'est une attaque black box. Et donc, donc, je dirais que ça dépend des vulnérabilités. Tu sais, les attaques ne trouvent pas les mêmes points. Chacun, puisque c'est une procédure d'optimisation en général, c'est que chacun trouve des points dans une certaine région en fonction de l'objectif qu'on veut optimiser. Donc, PGD trouve des points d'une certaine manière et FAP a pour objectif de trouver le plus proche. Alors que ce n'est pas le cas de PGD. C'est-à-dire que si tu peux trouver le PGD, la norme, tu vas trouver qu'il est beaucoup plus loin. Parce que l'objectif au départ, c'était juste de full la cross entropy loss, de maximiser juste la cross entropy loss. Donc, je dirais, en termes de, est-ce que pour l'évaluation, je choisis même pas, on ne choisit même pas, c'est-à-dire que tu as pratiquement tout dans AutoAttack. Mais tu peux, mais en fonction des modèles, je dirais que FAP est beaucoup plus puissant dans le taux de succès en général. Mais on a utilisé FAB ici parce que, pas pour l'évaluation, mais pour l'estimation de la distance à la frontière. C'est-à-dire que ce que ce que tu obtiens avec FAB, c'est le point le plus proche. Et donc, tu peux, dans une certaine mesure, même dans la littérature, FAB a été utilisé aussi pour d'autres estimations.
Bon, c'est même pas moi qui ai décidé de l'utiliser pour la première fois, c'est juste que d'autres l'ont utilisé avant. Mais oui, c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. D'accord, merci pour ta réponse, j'ai compris. Merci. Alors, je pense que la session est arrivée à son terme. Ouais. C'est le moment de remercier encore une fois Jonas pour le temps qu'il nous a accordé pour faire cette magnifique présentation-là. Et de remercier aussi le public qui a été là, poser des questions et a permis d'animer la session. Donc, merci Jonas pour Merci. cette Merci. présentation-là. Et voilà, tu seras toujours le bienvenu quand tu le voudras. Ou bien quand tu sentiras vouloir présenter quelque chose, tu seras toujours le bienvenu en tout cas. Donc, Merci beaucoup pour l'invitation. merci aussi au public pour votre présence. On va se donner rendez-vous le mois prochain puisque les sessions, c'est une fois par mois. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous avez des présentations que vous trouvez intéressantes que vous voulez faire dans le cadre d'un papier de recherche. C'est toujours la bienvenue. En tout cas, merci à tous.